Avant le combat, une question entourait le jeune Mike Tyson. Que se passerait-il lorsqu'il se retrouverait enfin face à un adversaire capable de le frapper? La réponse de Tyson était simple. Avant de le découvrir, ses adversaires devraient d'abord comprendre ce qui leur arriverait lorsque ce serait lui qui porterait ses coups. Le 11 juillet 1985, la foule s'entassa dans la salle de bal du Trump Casino Hotel d'Atlantic City. Les spectateurs ne comprenaient pas encore exactement ce qu'ils étaient sur le point de voir. Ce soir-là, un jeune homme de 19 ans venu de Brooklyn passa entre les cordes et entra sur le ring. Son nom était Mike Tyson et à ce moment-là, presque personne en dehors du monde de la boxe n'avait entendu parler de lui. Ce n'était que son 5e combat professionnel. Tyson avait remporté ses 4 combats précédents par KO et un seul de ses adversaires était parvenu à l'obliger à disputer plus d'un round. En seulement quelques mois, ce jeune inconnu commençait déjà à attirer l'attention par sa violence, sa vitesse et la facilité avec laquelle il détruisait tous les hommes placés devant lui. Tyson était un boxeur extraordinairement bien préparé. Malgré sa jeunesse, il se déplaçait avec la discipline et l'intelligence d'un vétéran. Des années d'entraînement sous la tutelle de Cus D'Amato l'avaient transformé en une arme parfaitement affûtée. Le vieil entraîneur était convaincu que ce garçon deviendrait champion du monde des poids lourds. Cus pensait que Tyson pouvait battre le record et devenir le plus jeune champion de l'histoire. Il affirmait même que, s'il restait dévoué, concentré et éloigné des distractions, il pourrait un jour être considéré comme l'un des plus grands champions poids lourds de tous les temps. Cus D'Amato ne prononçait pas ces paroles uniquement pour le motiver. Il en était réellement convaincu. À 77 ans, il avait placé tout ce qu'il possédait dans ce jeune homme de Brooklyn. Il l'entraînait intensément et lui inculquait les fondamentaux de la boxe jour après jour, exercice après exercice et répétition après répétition. C'est que ce qui donna à Tyson son arme la plus dangereuse, le style pick-à-bout. Une position basse, les mains levées et le menton protégé derrière les gants. Sa tête bougeait constamment d'un côté à l'autre comme un pendule, permettant au cou de ses adversaires de le frôler pendant qu'il continuait à réduire la distance. Tout ce style avait été conçu pour conduire Tyson directement contre la poitrine de son adversaire. Mike devait pénétrer dans cet espace réduit où les boxeurs les plus grands cessaient de se sentir à l'aise et commençaient à perdre le contrôle. Une fois à l'intérieur, il lançait des crochets et des uppercuts depuis des angles imprévisibles auxquels il était presque impossible de se préparer. Deux boxeurs pouvaient apprendre les mêmes techniques, travailler avec le même entraîneur et répéter exactement les mêmes exercices. Pourtant, une fois sur le ring, la personnalité de chaque homme transformait tout ce qu'il avait appris en un style complètement différent. Dans le cas de Tyson, sa personnalité agressive, son explosivité et son obsession pour la boxe transformèrent les enseignements de Cus D'Amato en quelque chose de terrifiant. Mais l'homme qui se trouvait dans le coin opposé ce soir-là n'était pas venu uniquement pour compléter la liste des victimes de Tyson. Son nom était John Alderson. Originaire de Virginie occidentale, il avait disputé 4 combats professionnels et les avait tous remportés par KO. Lorsqu'il ne boxait pas, Alderson travaillait à plein temps comme mineur de charbon. Chaque jour, il descendait dans l'obscurité pour effectuer l'un des travaux les plus durs et les plus épuisants qu'un être humain puisse supporter. C'était un homme habitué à l'effort, à la douleur et à survivre dans des conditions extrêmes. Alderson possédait également une importante expérience en boxe amateur. Il avait obtenu 154 victoires pour seulement 12 défaites avant de s'éloigner du sport pendant environ 3 ans. Durant cette période, il travailla dans les mines de Virginie occidentale, mais lorsque les licenciements commencèrent, il décida d'enfiler de nouveau les gants et de remonter sur le ring. En juillet 1985, Alderson semblait être exactement le genre de test dont Tyson avait besoin. Il était plus grand, possédait des bras considérablement plus longs et restait lui aussi invaincu. 4 combats, 4 victoires et 4 KO. Sur le papier, il était le premier homme au bilan parfait à affronter le jeune phénomène de Brooklyn. Pourtant, dès l'instant où la première cloche retentit, il devint évident que Mike Tyson évoluait à un niveau complètement différent. Tyson commença immédiatement à avancer. Son adversaire tenta d'utiliser sa taille et la longueur de ses bras pour le maintenir à distance, mais Mike bougeait constamment la tête et réduisait l'écart sans offrir de cible fixe. Chaque fois qu'Alderson lançait son jab, Tyson se penchait, se baissait et continuait à se rapprocher.
Le jeune homme de Brooklyn commença à se frayer un chemin vers l'intérieur avec de courts crochets du gauche et des droites dirigées vers la tête. Il ne gaspillait aucun mouvement. Chaque pas était calculé pour enfermer Alderson et l'obliger à combattre à une distance où ses longs bras cessaient d'être un avantage. L'une des premières mains gauches de Tyson frappa avec puissance et fit saigner le nez d'Alderson. Le mineur était toujours debout, mais il commençait déjà à découvrir que la puissance de ce jeune homme de 19 ans était complètement différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. Alderson tenta de répondre avec son jab et plusieurs longues droites. Il parvint à frôler Tyson à quelques reprises, mais les mouvements défensifs de Mike empêchaient les coups d'atterrir avec toute leur puissance. Tyson glissait sur les côtés et réapparaissait immédiatement sous un nouvel angle, prêt à attaquer. À un moment du premier round, Tyson changea brièvement de garde et commença à boxer en gaucher. C'était un petit détail, mais il démontrait le confort et le contrôle qu'il ressentait à l'intérieur du ring. Bien qu'il ne disputât que son 5e combat professionnel, il se permettait de changer de position face à un adversaire invaincu et considérablement plus grand. Tyson revint rapidement à sa garde naturelle et continua d'avancer. Il poursuivait Alderson autour du ring, bloquant ses sorties et l'obligeant à reculer. Il ressemblait à un taureau poursuivant un homme qui disposait de moins en moins d'espace pour s'échapper. Alderson savait qu'il devait utiliser ses longs bras. Sa stratégie consistait à lancer le jab, maintenir la distance et terminer ses attaques avec la main droite. Pendant quelques instants, il réussit à placer sa droite, mais aucun de ses coups ne fut suffisamment net pour ralentir la marche de Tyson. Chaque fois que Mike recevait un coup, il continuait d'avancer comme si rien ne s'était passé. Sa tête continuait de bouger et ses jambes le replaçaient immédiatement en position d'attaque. Alderson ne pouvait même pas se reposer après avoir touché, car Tyson réapparaissait aussitôt devant lui en lançant une nouvelle combinaison. La pression commença à augmenter. Tyson étudiait obsessionnellement l'histoire de la boxe, lisait des livres sur les grands champions et regardait une immense quantité d'anciennes vidéos grâce à la collection de films de combat que possédait son manager, Jimmy Jacobs. Ce n'était pas simplement un jeune homme puissant, c'était également un élève dévoué qui analysait les mouvements des meilleurs boxeurs de l'histoire. Toutes ces connaissances commençaient à apparaître sur le ring. Tyson n'avançait pas de manière incontrôlée. Il observait les réactions d'Alderson, identifiait ses mouvements défensifs et utilisait chaque tentative d'attaque de son adversaire pour trouver une nouvelle ouverture. Alderson continua d'essayer d'imposer son jab et de lancer sa droite lorsque Tyson entrait. C'était sa seule chance d'obliger le jeune homme à respecter sa distance. Il réussit à placer quelques mains droites pendant les derniers instants du round, mais les coups ne parvinrent pas à l'arrêter. Lorsque le premier round se termina, Tyson, you heard documented, of course, the young man fighting very well, amateur 25-2. A boxing historian reads book after book of boxing and watches all historic films of the greats. He's got an edge. His manager, Jimmy Jacobs, has the largest fight film collection in the world, so he can look at all those. He does look at all the former heavyweight champs. And of course, he's a long way from being that, but he's such raw talent at his age, you can't help but think about it. How much pressure and how much can a 19-year-old take putting the pressure on to be the youngest champion in the world? Well, of course, that's them talking. That's Customato and Tyson making these bold predictions, and they put pressure on themselves. Now, Tyson switches to southpaw. I haven't seen him do that before. Interesting. Lands with the lead left. Alderson is already bleeding from the nose, and I think that was from the very first left hand. Tyson, you can see almost like a bull as he just chases Alderson around the ring. Big John said he had to get off first tonight. He has got to use those long arms to his advantage. He has not been able to do so far in round one. You know, when Tyson switches to southpaw, I think that's the clue for Alderson with that long reach and height to throw the straight right hand. I would just let that punch go. Alderson, a very good amateur record, 154-12. Took 3 years off from boxing, however. Worked in the mines in West Virginia. They started the laying off down there, and he went back into the boxing ring. And here he is at 4-0 with 4 knockouts. And already he's had a rugged first round. For Alderson, I think the key, he has got to throw that jab and follow with the straight right. Has done that only once and did land the right, although it didn't hurt Tyson. There it is. Now that right missed, but if he keeps doing that, he's going to give Mike Tyson something to think about as he comes in. There it is again, and he landed the right. At least to keep him from lunging at him with the big hands that he's throwing so far. That's exactly right, Sam. So the closing seconds of round number one, Mike Tyson, the shorter of the two, against Big John Alderson. Alderson était toujours debout.
Cependant, son nez était ensanglanté et son activité offensive diminuait de plus en plus. Tyson avait contrôlé la distance, neutralisé ses longs bras et commençait déjà à comprendre exactement comment il pouvait le détruire. Entre le premier et le deuxième round, le coin de Mike Tyson lui indiqua qu'il devait travailler plus intensément le corps d'Alderson. Tyson écouta les instructions et réagit immédiatement. Au début du deuxième round, il cessa de se concentrer uniquement sur la tête et commença à combiner des crochets au corps avec de courts coups dirigés vers le visage. Chaque attaque obligeait Alderson à protéger une zone différente. Lorsqu'il baissait les bras pour défendre ses côtes, Tyson frappait en haut. Lorsqu'il levait les gants pour protéger sa tête, Mike recommençait à pilonner le corps. Les dégâts commencèrent à s'accumuler rapidement. Alderson tenta de lancer une combinaison avec le jab du gauche suivi de la droite, mais il laissa beaucoup trop d'espace ouvert. Tyson se baissa sous les coups et répondit avec un violent uppercut à courte distance. Alderson recula, mais Tyson ne lui permit pas de s'échapper. Il continua d'avancer avec des coups courts, rapides et compacts. Il n'avait pas besoin de prendre beaucoup d'élan pour générer de la puissance. Ses poings parcouraient de courtes trajectoires et explosaient sur le corps et la tête de son adversaire avant qu'Alderson puisse réagir. Une combinaison de main droite fit voler le protège-dents d'Alderson. Tyson trouvait de plus en plus d'ouverture et son adversaire commençait à perdre sa capacité à se défendre. Mike prépara une nouvelle attaque en utilisant le jab pour mesurer la distance. Immédiatement après, il lança une main droite qui frappa l'extérieur de l'œil gauche d'Alderson. Le coup ouvrit une profonde coupure et envoya l'immense mineur au sol, au centre du ring. Alderson resta assis pendant plusieurs secondes. Le coup l'avait surpris et il avait besoin de temps pour retrouver son équilibre. Il parvint finalement à se relever avant la fin du décompte, mais le combat venait de changer complètement. Son œil gauche commençait à gonfler et le sang coulait de la blessure. Son nez était également toujours endommagé depuis le premier round. La vision d'Alderson devenait de plus en plus limitée et son activité offensive, qui avait déjà été faible au début du combat, disparut pratiquement complètement. Tyson comprit immédiatement que son adversaire était blessé et repartit à l'attaque. Il se plaça devant lui et commença à lancer des combinaisons visant particulièrement le côté gauche de son visage. Chaque coup augmentait le gonflement et empêchait encore davantage Alderson de voir ce qui arrivait vers lui. Le mineur de Virginie occidentale tentait de rester debout et de lancer quelques droites désespérées, mais ses coups n'avaient désormais plus aucun effet. Tyson glissait en dessous, changeait d'angle et répondait avec des attaques beaucoup plus rapides. Alderson tomba de nouveau, même si, cette fois-là, l'arbitre estima qu'il avait glissé et ne commença pas le décompte. L'homme réussit à se relever et continua de combattre, mais son langage corporel révélait que son objectif n'était plus de gagner. Il essayait seulement de survivre jusqu'à la fin du round. Tyson cherchait son 5e KO consécutif. Il savait qu'Alderson était fatigué, blessé et prêt à tomber à tout moment. Le jeune homme de Brooklyn continua de réduire la distance, frappant avec les deux mains et obligeant son adversaire à reculer constamment. Alderson distinguait à peine ce qui se passait à travers son œil gauche gonflé. Malgré cela, il rassembla ses forces pour lancer une nouvelle droite. Le coup passa sans produire le moindre effet et Tyson se retrouva immédiatement de nouveau sur lui. Pendant les dernières secondes du deuxième round, Alderson tenta de lancer une dernière main droite. Tyson se pencha, évita le coup et répondit avec une nouvelle droite puissante dirigée vers la tempe. L'impact envoya Alderson une nouvelle fois au sol juste avant que la cloche ne retentisse. Même si le round était terminé, Alderson devait se relever. Le règlement établissait qu'un boxeur ne pouvait pas être sauvé par la cloche, sauf pendant le dernier round du combat. Le mineur réussit à se remettre debout pendant le décompte et retourna lentement vers son coin. Cependant, les dégâts étaient évidents. Il avait le nez cassé, une profonde coupure à l'extérieur de l'œil gauche et un gonflement qui l'empêchait de voir correctement. Il était tombé 2 fois et Tyson semblait devenir de plus en plus fort. Le médecin situé au bord du ring examina ses blessures et recommanda l'arrêt du combat. Le coin d'Alderson accepta la décision. Cela n'avait aucun sens de lui permettre de sortir pour disputer un 3e round contre un jeune homme qui avait déjà trouvé la bonne distance et le frappait pratiquement à volonté. L'arbitre Frank Cappuccino arrêta officiellement le combat à la fin du 2e round. Mike Tyson obtint la 5e victoire de sa carrière professionnelle et conserva son bilan parfait. 5 combats, 5 victoires et 5 KO.
The longest fight Tyson has ever been in has been a 4-rounder. He got a knockout there. His other 3 fights were first-round knockouts. Dan Halpin, I guess, is the only man, and this one may not go much longer, as a crushing right hand sends Alderson down. He's got a terrible cut over the left eye already. Clint Cappuccino right down in his face. He's going to make the count at 8. But that cut just on the outside of the left eye starts to ooze some blood now, and Tyson goes right back in on top of it. Tyson trying for his 5th straight knockout. Alderson weary on his feet, ready to go at any time. He's just trying to survive now. He's got to throw something out, though. He's laying in with Tyson. Frank may stop this fight. Ruling that as a slip, not a knockdown. Alderson peeking in over that swelling left eye, and here comes Tyson. Alderson throwing a right hand, no effect. Left hand that time, Cincy reeling against the ropes. He's almost virtually out on his feet right now, 29 years of age. Again, as I pointed out at the top of the show, that in itself could prove to be some difference in this fight, if nothing else. You know, Tyson looked at Cappuccino a moment ago as if, do you want to stop this? There he goes, right back to work on that left eye as Alderson stays on his feet. Try to gamely throw a right hand as you see the closing moments of the second round here. Alderson down in this round, may survive as he goes down again at the bell. He's got to get up. Now, a fighter cannot be saved by the bell in any round with the exception of the last, so he must come to his feet at the ruling of the referee says okay. He is, and he goes into his corner. But if he comes out to answer this bell, it'll be a gutty performance by Big John Alderson. Here's his mouthpiece. Here's his mouthpiece. Here's his mouthpiece. Mike Tyson. Ce combat démontra une nouvelle fois que Tyson ne dépendait pas uniquement de sa puissance. Pendant le premier round, il avait étudié un adversaire plus grand, neutralisé son jab et trouvé le moyen de surmonter la longueur de ses bras. Ensuite, lorsque son coin lui demanda de travailler au corps, Tyson modifia immédiatement sa stratégie. Il commença à varier ses coups, obligea Alderson à diviser sa défense et finit par trouver la main droite qui ouvrit la coupure et provoqua la première chute. Une fois qu'il eut trouvé la bonne distance, Tyson ne lui accorda aucune possibilité de récupérer. Il mit la pression, ferma les sorties et continua d'attaquer jusqu'à ce que le médecin et le coin d'Alderson soient obligés d'arrêter le combat. Pour John Alderson, le nez cassé, l'œil gonflé et la profonde coupure parlaient plus clairement que n'importe quelle carte de pointage. Il était entré sur le ring invaincu avec 4 victoires et 4 KO, convaincu que sa taille, sa force et son expérience dans les mines pourraient l'aider à résister. Mais ce soir-là, il se retrouva face à un boxeur qui évoluait à une vitesse complètement différente. Mike Tyson n'avait que 19 ans et venait de disputer son 5e combat professionnel. Il était encore loin de devenir champion du monde et presque personne en dehors du monde de la boxe ne connaissait son nom. Pourtant, chaque nouveau combat commençait à révéler le même schéma. Tyson entrait sur le ring, étudiait pendant quelques instants l'homme placé devant lui et, une fois qu'il trouvait la bonne distance, il le détruisait. John Alderson avait réussi à dépasser le premier round, ce que la majorité des précédents adversaires de Tyson n'avaient pas réussi à faire. Mais sa résistance n'avait fait que prolonger l'inévitable. Après 2 rounds de pression, de vitesse et de coups dévastateurs, Mike Tyson quitta le ring avec une nouvelle victoire par KO et son bilan parfait toujours intact. 5 combats, 5 victoires. 5 KO. Le jeune inconnu de Brooklyn poursuivait son ascension. Et le reste de la division des poids lourds ne comprenait toujours pas encore quel genre de monstre était sur le point d'apparaître.